Ce qui se joue actuellement, c'est bien plus que la guerre conventionnelle en Ukraine. Ce qui se joue en ce moment, c'est la guerre financière, la guerre cybercriminelle, la guerre des crypto-monnaies, bref, la guerre froide 2.0. C'est en gros ce que j'ai titré aujourd'hui dans les chroniques que je fais de manière quotidienne. Je pense que je vais vous la lire essentiellement aujourd'hui pour essayer de ne pas dériver et de garder cette vidéo la plus courte possible. Je vous engage, voilà, bien entendu, c'est une vue, c'est une opinion, elle n'engage que moi, et bien entendu, elle est certainement très loin de la réalité, c'est le but, mais le but c'est la réflexion, donc n'hésitez pas à la partager également, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager votre propre opinion, ça permettra d'avoir quelque chose le plus objectif possible pour permettre d'être dans les meilleures conditions actuelles. Donc, en tout cas, ce que je pense donc de Poutine, c'est qu'il est en train de perdre plus que la guerre. On verra quelle est sa véritable mainmise sur le pouvoir, car là, je pense que les généraux ont un peu trop cru finalement à leur propre propagande, pour ne pas dire éventuellement arrogance, on verra. On voit qu'après 4 jours d'affrontement, ils n'ont toujours pas la supériorité. Alors au sol, certes, mais c'est surtout dans les airs. C'est surtout dans les airs où l'armée ukrainienne est surtout très très faible, et même là, on voit qu'ils n'ont pas encore la supériorité. Donc, on jette évidemment le risque nucléaire, la venue éventuelle de troupes biélorusses pour pouvoir aider en renfort, preuve que le conflit est en train de s'enliser, preuve que le conflit était prévu pour être rapide et ne l'est pas, preuve que les généraux russes très sincèrement se sont plantés et ont également donc induit en erreur dans la stratégie de Poutine. Donc là, évidemment, on est dans un risque où il faut se méfier du chat qui est un petit peu acculé dans un coin, éviter que Poutine ne devienne finalement un Assad et fasse s'abattre, sans parler du nucléaire non plus, mais d'autres forces destructrices qui raseraient les villes, puisque ce que l'on sent bien également dans la lenteur de l'avancement russe, c'est également une volonté tout de même de ne pas détruire les villes. On n'est pas dans une guerre où on rase, mais ça peut le devenir bien entendu, puisque Poutine a absolument besoin d'une victoire, et on va le voir. Poutine est certainement en train en ce moment de s'enliser et de perdre bien plus que la guerre. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est on n'a pas forcément les chiffres, on n'a pas les chiffres évidemment puisque l'armée russe ne communique rien du tout, mais on voit que l'armée russe est en train de payer quand même un lourd tribut. Alors ce sont des statistiques à prendre avec des pincettes puisque ce sont des stats qui viennent de l'Ukraine bien entendu, et on peut imaginer qu'elles sont un petit peu hyperbolées, mais on n'est certainement pas très loin de la réalité, on parle entre 3000 et 5000 soldats russes qui seraient morts, énormément de dégâts matériels, de pertes matérielles également. Donc voilà, on voit que quand même l'armée ukrainienne est en train de mettre en échec les Russes. Au final, dans un an, si on se projette dans un an, le plus triste sera qu'il restera sans doute pour longtemps une négativité à l'égard des Russes qui vont payer malheureusement à cause de Poutine, même s'il venait à être remplacé éventuellement, ou pourquoi pas qu'il y ait une opération Valkyrie, sait-on jamais. C'est la question que je peux me poser actuellement, mais on sait très bien que Poutine, depuis des années, a fait le ménage autour de lui, donc on verra, mais le terreau est fertile pour la contestation. En Russie, en tout cas, on va dire que l'opposition ne va pas se faire prier, très certainement, pour ressortir par rapport à ça. Donc la problématique maintenant, c'est que les pourparlers actuels, il faut qu'ils se passent bien. Et on a du mal à penser qu'ils vont bien se passer, en tout cas dans leur première version, puisqu'on peut redouter que Poutine intensifie grandement les frappes sans chercher à ménager la population dorénavant, comme il semble tout de même le faire jusqu'à présent, car il ne peut plus perdre de temps. C'est très compliqué d'entrevoir la suite, puisqu'on rentre dans un conflit qui devient, je pense, plus émotionnel que rationnel. Si Poutine reste en place plus tard, il n'aura fait que réveiller finalement l'OTAN, qui était en mort cérébrale. Il faut se souvenir de ces mots tout de même qui ont été prononcés. L'OTAN était en mort cérébrale. Il aura réveillé la cohésion de l'armement européen et surtout, il aura fait faire volte-face en 3 jours
à la politique de défense de l'Allemagne qui est au point mort depuis 20 ans. Le budget allemand de défense va augmenter drastiquement alors qu'il n'était que sur une pente descendante. Également, on va arriver à une cohésion européenne sur l'énergie, c'est-à-dire que l'Europe, en l'espace de 3 jours, Poutine a permis à l'Europe de se projeter, d'une part de s'unir et de se projeter dans des visions sur des questions clés, des visions de long terme. C'est quand même pas rien aujourd'hui, et surtout on fait revenir l'Allemagne en arrière, et l'Allemagne remet même le nucléaire sur la table, elle qui en était sortie et qui par conséquent s'était rendue dépendante du gaz russe. Donc c'est pas rien ce qui est en train de se passer actuellement justement. Et tout ça, c'est grâce à Poutine. Alors je ne sais pas si Poutine est un génie et que c'est exactement ce qu'il voulait faire pour pouvoir faire en sorte que sa propagande et son prétexte pour pouvoir justement s'arroger les territoires de l'ancienne Russie, de l'ancienne URSS et notamment la petite Russie, sous prétexte que l'OTAN était aux portes avec des missiles, etc. Je ne sais pas voilà, si c'est du génie dans le sens où ça lui permet finalement la réaction actuelle de valider son prétexte, ou si tout simplement il s'est induit en erreur monumentale et il est en train de s'enfermer. Je pense de plus en plus vers la seconde solution, mais bien entendu je ne suis pas dans la tête de Poutine, donc c'est quelque chose qu'on ne pourra apprécier que plus tard. Donc donc l'idée, évidemment, c'est qu'on sent que, on ne sait pas si c'est Poutine ou si ce sont ses généraux également, mais on sent globalement qu'on avait donné une force trop importante au fait que l'Europe était pieds et poings liés, et la majorité des experts géopolitiques également avaient donné cette importance que l'Europe était pieds et poings liés par rapport à l'Ukraine, et du coup, on pouvait penser que l'Ukraine deviendrait un Crimée 2, c'est-à-dire avec finalement aucune des sanctions vraiment basses, et on a vu ce week-end, on a fait un volte-face, les sanctions sont dures dorénavant, hein, c'est pas des petites sanctions, il faut pas le prendre comme ça, et puis certains évidemment parlaient de la Tchécoslovaquie de 1938, du traité de Munich, où pour évidemment calmer Hitler, on avait accepté que la Tchécoslovaquie soit prise et soit partagée. Et là, concrètement, on voit que si telle était la stratégie et l'avis, et justement il fallait une blitzkrieg, il fallait une guerre éclair pour Poutine justement en Ukraine pour pouvoir négocier derrière avec les cartes en main, on voit que éventuellement il est en train de perdre. Donc évidemment le risque actuel, c'est qu'on sait très bien qu'à terme, Poutine va gagner la guerre en Ukraine, à un prix certainement très important par rapport aux gains qu'il en retirera, mais il va finir par gagner, bien entendu. Donc il n'a que deux solutions. Soit il se retire dorénavant, il accepte de perdre, mais il perd la face, il perd également de la puissance politique, il est mis en porte-à-faux, il y a une nouvelle opposition qui peut également naître de tout cela. Isolation de la Russie. Il ne faut pas faire d'amalgame entre le peuple russe et Poutine, bien entendu, mais le peuple russe va payer un lourd tribut. Évidemment, il faut ne pas oublier que très certainement, dorénavant, on avait mis beaucoup de choses sur le dos du Covid, comme l'inflation, l'augmentation des dettes, la capacité à pouvoir continuer, parce qu'on est dans des taux réels qui restent négatifs, à pouvoir continuer de raser gratuit, d'augmenter la masse monétaire et donc de continuer finalement d'aider les entreprises, les épargnants et pousser quelque part soi-même cette création d'inflation. Évidemment, là, c'est tout trouvé, ça sera la faute de Poutine, évidemment, le pic d'inflation que nous aurons à cause des matières premières. Donc, ça, c'est le jeu politique, quelque part, qui est également de part et d'autre. Donc, pas de devinette, bien entendu, hein. Tout va se jouer dans les prochains jours. Poutine n'avait certainement pas vu venir la solidarité internationale qui aide aussi et qui pousse aussi les politiques à bouger. Et là, quelque part, autant sur le Covid, je serais tenté de dire que Facebook a démontré ses faiblesses et ses lacunes, autant
Twitter également, qui trouve également beaucoup de désinformation, bien entendu, c'est pas ce que je dis, mais on voit que Twitter, quand même, a été un outil central, certainement, dans le fait qu'on a permis aux politiques européens de se lâcher, certainement, et de sentir qu'ils avaient un appui nécessaire pour pouvoir un petit peu être beaucoup plus dur. Donc ça, je trouve que Twitter a certainement une carte à jouer, hein, quand on parle d'investissement ou qu'est-ce qui en ressort. Certainement une carte à jouer un petit peu dans le futur et ressort grandi, entre guillemets, je dirais, de cela. Donc j'ai regagné moi-même un peu d'espoir sur l'Europe. Hein. C'est dommage évidemment que cela soit dans ces conditions-là. La suite, évidemment, ça va être au jour le jour. Il est certain que le côté émotionnel du conflit dorénavant donnera d'autres rebondissements, il ne faut pas l'omettre. Et c'est donc ce que valide hein, la bourse ce matin. Elle ne panique pas, mais elle valide qu'on replonge dans l'incertitude de la suite et dans le fait qu'on est en ballottage entre le fait que Poutine va s'enliser, ne va pas vouloir perdre la face, et donc évidemment, éventuellement, peut devenir un Assad, ou au contraire, va décider de se retirer, mais auquel cas, le moyen terme est quand même très froid, puisque on peut très bien, on sait aujourd'hui à qui on a affaire, Poutine. Si jamais il venait à être remplacé dans la force ou dans la faiblesse, on ne sait pas très bien qui pourrait arriver non plus. Donc en attendant, on valide un petit peu le renouveau de l'armement, hein, le retour sur les énergies alternatives, on voit notamment les énergies vertes, le retour également sur les valeurs pétrolières. Alors, les valeurs pétrolières évidemment sont très impactées par ce qui se passe, mais il ne faut pas omettre qu'elles ont des réserves énormément de cash et que ça va leur permettre également de s'étendre et de faire de la croissance externe. Et on l'avait vu avec l'explosion de la bulle des valeurs vertes, le cash des valeurs pétrolières, elles vont pouvoir, avec ce cash-là, faire des OPA, faire des fusions-acquisitions, consolidation du secteur qui va permettre d'accélérer également la transition. Donc on voit, on est dans des taux réels négatifs, on va continuer d'investir massivement dans l'armement, dans les énergies alternatives, hein, même donc tout ce qui est vert, et également donc le nucléaire qui revient bien entendu sur le devant de la scène. Donc on est exactement là-dessus et il ne faut pas omettre également les parapétrolières. Les parapétrolières qui de toute manière devaient avoir un favoritisme par rapport aux investissements qui vont avoir lieu par les pétrolières, mais là d'autant plus ce qui sera renforcé parce qu'il va falloir très certainement trouver des nouveaux projets, trouver des alternatives par rapport à ce qui est déjà l'existant, et donc ça évidemment ça va faire naître de nouvelles capacités et de nouveaux projets. Donc l'idée, voilà, c'est, parce que le risque, hein, évidemment, c'est qu'on voit, ça commence à boycotter pas mal d'entreprises russes. Donc tout ça, évidemment, le but, c'est de se faire se soulever, d'une part, les oligarques, se faire se soulever la population russe qui va payer un lourd tribut, contre, évidemment, Poutine. Alors, Poutine, il n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est ça maintenant la vraie problématique si on parle d'un point de vue vraiment humain, civil. Soit il doit mettre le paquet maintenant, tout de suite, malheureusement pour la population ukrainienne, et gagner une victoire le plus rapidement possible pour pouvoir s'asseoir à la table des négociations avec quelques cartes en main tout de même à négocier, ou il risque de tout perdre et de s'enfermer dans un cauchemar afghan, hein. Les Russes ont certainement quelques mauvais souvenirs. Le marché va donc continuer de jouer au yo-yo en alternant donc l'espoir d'une résolution rapide, d'un cessez-le-feu, et la peur d'intensification de frappes de Poutine, plongeant de facto à plus moyen terme le monde dans une guerre froide qui impactera donc la croissance. En cela, on voit le marché à nouveau donner plus de résilience aux valeurs de croissance, hein. Les valeurs value, donc cycliques, elles souffrent davantage, sauf celles évidemment qui tirent un profit, donc comme celle de l'armement ou de l'aviation, etc., qui tirent un profit du conflit et des décisions gouvernementales qui vont advenir. Un petit mot quand même sur la crypto également, donc avec les sanctions SWIFT, tout le monde pousse à croire que c'est l'avènement des cryptos puisque les Russes donc vont être quelque part obligés, alors ils ont également l'or qui peut leur permettre un petit peu de stabiliser leur monnaie, mais globalement il y a aussi les cryptos, qui est le Bitcoin ou d'autres cryptos qui peuvent être une alternative pour eux, mais je pense que si on part vraiment dans une guerre froide, hein, et c'est en train d'y partir, il ne faut pas omettre que les États-Unis
ne vont pas se priver, si jamais la Russie trouve une alternative comme cela, de passer très rapidement à la régulation des crypto-monnaies. Et ça, pour moi, donc, c'est l'élément le plus négatif. Il ne faut pas omettre également aujourd'hui, donc on parle de cybercriminalité, qui est certainement au-delà de ce que l'on voit aux chaînes d'infos, c'est-à-dire une guerre conventionnelle en coulisses, c'est bien la guerre financière et cybercriminelle qui a lieu. Et ce qu'il ne faut pas omettre, c'est que tout cela passe par Internet. Et Internet aujourd'hui, c'est également dans la capacité des États-Unis, s'ils le veulent, de faire un embargo sur l'Internet en Russie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à comprendre et qui fait partie aujourd'hui des armes dont disposent les Américains. L'autre arme dont disposent les Américains, c'est tout simplement que le dollar reste la monnaie de réserve et que donc si un pays comme la Russie arrive à contourner un différent nombre de sanctions par les crypto-monnaies, il y a fort à parier qu'ils ne laisseront pas faire et que la régulation arrivera très vite. Enfin, plusieurs voix s'élèvent évidemment pour dire que les banques centrales ne remonteront pas leurs taux. Je pense que c'est une erreur, puisque l'inflation va continuer d'être importante et d'autant plus importante que son côté transitoire n'est fait que repousser une nouvelle fois par cette nouvelle crise. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que la Fed ne changera pas son fusil d'épaule pour la réunion de mars et relèvera ses taux. Et très certainement, aujourd'hui, ce qui va changer, c'est le nombre de relèvements de taux que l'on aura au cours de l'année. Le marché avait commencé à anticiper avant le conflit entre 7 et 8 relèvements de taux pour cette année, donc un relèvement de taux assez important et assez rapide dans le temps. Il y a fort à parier que la Fed relèvera ses taux en mars, mais si le conflit continue de durer, bien entendu, jouera le fait qu'ils ne nous donneront aucun calendrier comme actuellement, et ils vont donc jouer la montre. Je pense que la BCE va donc continuer aussi de jouer la montre. En attendant, donc, on est dans des taux réels négatifs qui permettent une chose, d'une part, c'est même si les endettements sont importants, de continuer de les résorber grâce à l'inflation, de continuer de soutenir les niveaux de dette et donc de continuer de soutenir également de l'investissement massif européen. Et on le voit, je dirais que le conflit ukrainien n'a rien changé, mais en fait il n'a fait que accélérer, tout comme le Covid, des tendances de fond. Tendances de fond, alors il a beaucoup changé sur l'armement, mais les tendances de fond sur l'investissement, sur les énergies vertes, tendances de fond également sur une autre guerre qui est en coulisses, c'est la guerre des ressources minières, parce qu'il ne faut pas omettre que l'énergie verte ne va faire que déplacer la problématique et les enjeux des guerres sur les hydrocarbures vers les ressources qui nous permettent de construire des batteries, des voitures électriques, des centrales, et ne pas omettre également que pour accélérer la transition énergétique, et bien pour construire des centrales, pour construire des panneaux, pour construire tout un tas d'outils, et bien tout cela marche encore aux hydrocarbures. Donc on ne fait rien de plus que répéter ce que l'on dit déjà depuis 2 ans, 3 ans, sur le nucléaire, sur les énergies vertes, sur le fait que la transition énergétique, ça veut dire que pendant 10 ans, 15 ans, il faut beaucoup plus d'hydrocarbures. Donc les enjeux, ils sont clairement là. Bien entendu, la Russie peut couper le robinet à l'Europe. On arrive quand même en fin d'hiver, ça serait évidemment de la croissance en moins pour les entreprises, ça serait du PIB en moins, bien entendu, mais globalement aussi, ça serait énormément de ressources en moins pour la Russie, et clairement, elle n'en a plus les moyens aujourd'hui. Tout est en train de s'accélérer, et elle n'a plus les moyens de s'enliser, tout simplement. Donc, pour revenir aux valeurs, ce que l'on ressent aussi, c'est dans un monde donc qui part dans une normalisation de la croissance plus importante, avec cet impact-là plus importante que ce qu'elle avait prévu, on re-rentre dans ce qu'on s'était dit il y a 3 semaines, 1 mois, quand on avait parlé de l'inversion de la courbe des taux. Certes, elle n'est toujours pas inversée, mais elle s'en rapprochait. Et dans l'idée, c'était de se dire, à un moment donné ou à un autre, quand on a le consensus et qu'on a tout le monde qui parle uniquement de valeurs value, de valeurs cycliques pour pouvoir se protéger de l'inflation, c'est là justement il faut réfléchir autrement et il faut voir qu'à un moment donné ou à un autre, le marché aura peur d'une baisse trop importante de la croissance, ce qui peut lui faire peur sur un risque évidemment de stagflation. Sans rentrer dans le détail de la stagflation, il y a un moment intermédiaire justement où quand on commence à perdre de la croissance sur les PIB, le marché revient justement sur les valeurs qui sont capables de délivrer une croissance supérieure à une rentabilité
supérieure à la croissance économique. Et donc c'est là où justement on a chahuté les valeurs de croissance parce que augmentation des taux, parce que inflation, parce que justement les valorisations étaient trop élevées dans un monde où on remonte les taux. Elles peuvent avoir un second souffle dans un cycle intermédiaire justement parce que le marché a peur d'un impact trop important de ce conflit. Mais quand on est déjà dans un monde post-Covid qui va petit à petit se mettre à souffler, ça commence bien entendu à devenir important et ça, le marché a besoin de le pricer. Donc ça, c'est l'idée globalement qui en ressort, c'est éventuellement de retrouver de la résilience sur des valeurs de croissance et de faire beaucoup plus attention donc sur les valeurs cycliques. Bien entendu, l'avenir est incertain. Dorénavant, c'est Poutine seul qui peut décider. On ne sait pas. Est-ce qu'il est encore rationnel ou est-ce qu'il est totalement passé dans l'émotionnel? Malheureusement, on ne pourra le savoir que dans les prochains jours. Et de savoir donc s'il décide plutôt de se retirer et on verra ensuite quelles sont les conséquences pour lui à plus moyen terme ou au contraire s'il décide de s'enliser. Et auquel cas, je pense que Poutine est clairement en train de perdre plus que la guerre, même si, in fine, il gagne la guerre d'Ukraine, il va perdre beaucoup plus. Voilà pour mon opinion, globalement. Ça vaut ce que ça vaut, bien entendu. N'hésitez pas de réagir dans les commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Le but, évidemment, c'est pas de dire il y a une vérité unique. Hein. La vérité est certainement ailleurs dans tous les cas. Je vous souhaite une excellente journée et j'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires pour réagir. Salut les graphes.